bonsoir. Le Togo s'apprête pour mettre en place ou exécuter sa politique vaccinale contre le Covid-19. Où en sommes-nous concrètement? Quelle est la situation de la pandémie à ce jour donc au Togo? Ce sont à ces interrogations que vont répondre justement nos invités sur ce plateau ce soir. Et nos invités justement, ce sont Dr Asimawe Pana. Il est ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, médecin de santé publique et membre du conseil scientifique. Docteur Pana, bonsoir. Bonsoir Anita. Nous avons professeur Komi Séraphin Adjo. Il est pneumologue, co-coordonnateur des soins au centre Covid-19 au CHR Lomé Commune, chef du service de pneumologie au CHU Sylvanus Olympio, également membre du conseil scientifique. Professeur Adjo, bonsoir. Madame, bonsoir. Et nous avons également Dr Yembla Kao. Elle est pharmacienne et également membre du conseil scientifique. Dr Kao, bonsoir. Bonsoir Anita. Alors, professeur Adjo, dites-nous, quelle est la situation de la pandémie à ce jour au Togo? Eh bien, très bien. En début d'année, nous avons tous assisté à la flambée des cas avec un pic assez élevé. Et mais depuis quelques semaines, grâce quand même à des mesures mises en place et grâce aussi à une reprise de conscience, j'allais dire, de l'ensemble de nous tous, eh bien, progressivement, les choses rentrent dans l'ordre. Depuis une semaine, le nombre de cas détectés aussi entre, disons, 75 et 50, et c'est une bonne chose. C'est vrai, on peut se dire, ben, pourquoi on ne retrouve pas les chiffres initiaux où on était autour de 20 cas par jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous assistez à un grand nombre de cas, à un moment donné, c'est des gens qui sont rentrés en contact avec d'autres personnes et donc qui les a sûrement contaminés. Et ces personnes contaminées vont développer la maladie, vont contaminer d'autres personnes. Et donc, c'est progressivement que les mesures mises en place permettent de revenir quand même à l'état initial. Et donc, je crois que ce à quoi on assiste actuellement est plutôt rassurant. C'est vrai qu'on n'est pas encore sorti complètement de l'auberge. On doit continuer par faire très attention à être appliqué, discipliné dans la mise en œuvre et dans l'application des mesures barrières pour que la situation ne nous échappe pas. D'accord. Docteur Pana, s'il faut comprendre ce que le professeur Adjo vient de dire, c'est que les mesures mises en place dès le début d'année, vu la forte augmentation des contaminations, ces mesures portent leurs fruits. Disons que ce que le professeur Adjo vient de dire, c'est réel. Il faut dire que il y a quand même, jusqu'à ces moments-là, quelques foyers qui naissent par-ci, par-là. Notamment, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait un foyer dans les savanes où on a dû prendre des mesures. Il y a des petits foyers qui ont jailli également au niveau de Tchaoudjo, au niveau de la Kara, tout dernièrement dans les lacs, et puis avant-hier au niveau des plateaux. Donc il y a des cas qui surgissent par-ci, par-là. Et quand on compare également les chiffres par rapport aux semaines, disons que par rapport aux 3 semaines, nous étions toujours autour de 300 et quelques cas. Et maintenant, cette semaine, on commence déjà à avoir une petite diminution. Nous pensons que d'ici la fin, puisque nous sommes à 2 jours de la fin de la semaine, on espère que ça va prendre cette tendance-là pour qu'on ait moins de cas que la semaine passée. Quand on est devant cette situation, on conclut qu'effectivement, les mesures drastiques qui ont été proposées, qui sont mises en œuvre, notamment, vous vous rappelez le cri d'alarme ou l'alerte que le conseil scientifique avait lancé il y a quelques semaines pour dire attention,
la courbe d'un nouveau cas est en train d'aller, notamment dans les communautés, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes actuellement dans une situation où, comme l'a dit le professeur Adjo, la transmission se fait de façon communautaire. C'est-à-dire que les gens se transmettent la maladie sans le savoir au sein de la communauté. Donc, il a fallu qu'on attire encore l'attention de la population pour dire, attention, les cas sont en train d'augmenter. Il faut revenir sur les mesures barrières. Il faudrait prendre certaines dispositions, notamment le lavage des mains, le port de cache-nez, la distanciation sociale. Et je pense que ce cri a permis effectivement aux gens de reprendre conscience et surtout mêler aussi aux actions de sensibilisation par les maires. Vous avez vu sur les terrains, on a vu les maires, les députés, les chefs villages et les comités de veille, les agents de santé communautaire. Tout le monde, à partir de cette alarme-là, se sont remis au travail et c'est ce qui explique maintenant que les cas commencent à se stomper dans certaines localités. Oui, mais docteur Para, justement, parlant de cette diminution de cas, il y a des jours où on a assisté, je crois que c'était mercredi, on avait la journée de mardi, on a eu 3 ou 8 cas, je crois, et puis le lendemain, on a eu 50 quelque chose. Donc, pour le Togolais, lui se dit, mais quand le jour on lui dit il y a eu 57 cas, c'est que bon, la situation est toujours pareille qu'en début d'année. Je pense que, comme il a expliqué tout à l'heure, à partir d'un cas comme diagnostic positif, eh bien, on cherche maintenant à voir ceux qui étaient au contact de cela. Donc, un cas peut être multiplié par 2, par 3, par 5, par 10, selon les contacts que le cas positif a eu ces derniers jours-là. Donc, lors des dépistages en ce moment, il est tout à fait normal, évident, qu'on retrouve parmi ces gens-là certaines personnes qui soient positives parce qu'elles ont été au contact avec les cas-là, même si c'était 2-3 cas. Vous allez voir que le nombre de contacts sera multiplié par N selon les mouvements que ces cas-là ont eu dans les jours précédents. D'accord. Oui, professeur. Ce qu'il faut également dire, par rapport aux chiffres, justement par rapport aux chiffres, vous pouvez noter, si vous analysez très bien, qu'il y a des jours où vous avez des chiffres très bas, et puis le lendemain, vous en avez plus élevés. C'est tout simplement lié à la stratégie mise en place. Vous voyez, de lundi jusqu'à samedi, on travaille intensément. Et les dimanches, normalement, ce qui se passe, c'est qu'il faut souffler un peu. Et donc, les prélèvements ne se font pas aussi avec la même énergie, avec la même détermination. Et donc, il y a peu de prélèvements les dimanches. Et c'est les chiffres de dimanche qu'on nous communique le lundi matin. Et donc, souvent, quand vous regardez très bien, le lundi, le nombre de cas n'est pas très élevé. C'est lié plutôt au nombre de tests réalisés. Et c'est ça qui explique ça. Ce n'est pas parce que ça a marché, puis subitement, les choses se sont dégradées. Voilà, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut les comprendre. D'accord. Alors, docteur Kao, en tant que pharmacienne, on va dire, quelle lecture faites-vous de cette situation? C'est vrai, c'est sûr que vous allez rejoindre vos collègues, mais en tant que pharmacienne, en regardant les chiffres, on a commencé en début d'année avec de forts chiffres, et là, nous allons peut-être vers une diminution progressive. Vous, quel est votre sentiment, on va dire? Merci, Madame Anita. Le sentiment qui m'anime, c'est que la maladie a atteint la communauté. Et nous, au niveau officinal, on a remarqué, par exemple, qu'il y a des relâchements. Et ce relâchement, on le sent parce qu'on passe notre temps à dire « portez bien votre masque, s'il vous plaît, madame, monsieur, remontez le masque, madame ». Donc, on a constaté que maintenant, il y a eu un relâchement, surtout après les fêtes. Donc, pour nous, on pense que les gens doivent se reconcentrer
s'approprier les mesures. Je sais quand même que les gens sont fatigués, hein, mais il faut qu'on fasse un effort pour se remobiliser et faire vraiment régresser la maladie. Dans le Nord, il y a eu il y a eu des cas très élevés dans les savanes, à un moment, mais actuellement on a pu gérer avec les mesures qu'on a prises. Mais je pense quand même qu'au niveau du Nord, il y a des situations à analyser, du fait par exemple de l'harmattan, la période, et du fait aussi qu'il y a des frontières par rapport à... Il y a vraiment des frontières au nord, à l'est. Et elles sont poreuses. Donc, il y a eu beaucoup de circulation. Avec les fêtes, les gens se sont rentrés, sont sortis. Bon, donc pour moi, je pense que c'est... ce qui explique un peu cette situation-là. Et justement, docteur Kao, parlant de relâchement, est-ce que vous avez remarqué, ce n'est pas pour peut-être indexer qui que ce soit, mais est-ce que vous avez remarqué également que devant certaines pharmacies, certaines officines, il y a eu relâchement? Je donne pour exemple 2 pharmacies que moi j'ai visitées il n'y a pas longtemps. J'arrive, vous avez le dispositif, mais il n'y a pas d'eau, des fois il n'y a pas de savon. Vous rentrez, il n'y a pas d'agent de sécurité pour prendre votre température et tout. Est-ce que vous avez remarqué ces cas-là, même si au niveau de votre pharmacie, tout va bien, au niveau de d'autres pharmacies, est-ce que vous l'avez remarqué également? Ce n'est pas seulement au niveau des officines. Oui. Ce n'est pas seulement au niveau des officines. Je pense que de façon générale, devant toute société, il y a, oui, il faut le reconnaître, que depuis la pandémie, depuis mars jusqu'à maintenant, les gens sont fatigués. Tout le monde est fatigué. Sinon, on renouvelle les dispositifs. Combien de fois, nous, les officines, on n'a pas renouvelé les dispositifs? On a renouvelé les dispositifs. Et puis les dispositifs, parfois, vous renouvelez, ça marche un mois, et puis après, il faut renouveler, ainsi de suite. Les agents de sécurité, tu as beau dire surveiller, bon, parfois il est assis, eux aussi, il dort. Sont fatigués. Voilà. Donc, je pense que c'est de façon générale. Donc, pour moi, ce n'est pas que devant les officines, c'est nous tous. Il faut qu'on se remobilise et il faut qu'on sache qu'il faut se rendre responsable, se rendre responsable de sa personne et se rendre responsable des voisins. Donc c'est ça la triste réalité. J'insistais sur les officines justement parce que vous êtes pharmacienne. Et docteur Kao, avant de vous laisser souffler, dites-nous, en début de crise, on va dire, on a assisté à une forte fréquentation des pharmacies par les Togolais parce que les gens rechignaient à aller dans les centres de santé parce qu'on craignait la contamination de grippe. Donc on allait plus dans les pharmacies, on optait plus pour l'automédication. Alors est-ce qu'aujourd'hui nous sommes revenus un peu à la normale? Est-ce que les gens reviennent maintenant avec des ordonnances? Ils vont voir plus des médecins que de venir demander conseil aux pharmaciens? Oui, merci Madame Anita de poser cette question. Si nous devions analyser sérieusement, ce qui s'est passé au début de la pandémie, c'était la panique générale en réalité. C'était la panique générale. On ne connaissait pas la maladie. Tout le monde avait peur de la mort. Et donc, les officinaux étant les plus accessibles, parce que quand tu vas chez le médecin, tu dois t'asseoir, faire la consultation. Donc, les gens... On doit vous toucher et tout ça. Voilà, donc les gens se sont rués devant nos officines. Et puis, nous avons essayé de gérer. Mais actuellement, il y a 2 phénomènes. Les 2 phénomènes, c'est quoi? Quand tu tousses ou bien que tu as la fièvre, qui à l'époque constituait des signes de palu, par exemple, tu viens
simplement et tu demandes conseil auprès du pharmacien. Mais maintenant, quand quelqu'un a la fièvre, est fatigué, a un maux de tête, quand il vient devant le pharmacien, il dénie un peu. Il banalise. Les symptômes. Oui, il dénie ses symptômes parce qu'il te dira, oui, je suis fatigué, mais bon, je pense que j'ai trop travaillé. Oui, bon, la fièvre là, bon, non. Je suis commerçante, hein, je suis au marché, il y a le soleil. Donc, pour dire que derrière, il a peur que tu lui dises va te faire dépister. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Et les gens qui viennent à l'officine, ils ont même aussi peur d'aller à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, ils se disent c'est là-bas qu'ils vont aller ramasser le virus pour ramener. Donc, je pense qu'actuellement, il y a un phénomène un peu bizarre, mais ça commence quand même à aller... C'est plus difficile, enfin, ça va beaucoup mieux qu'en début de pandémie. Voilà. Parce que nous tous, on s'est rués dans les pharmacies, sans exception. Ouais. Alors, professeur Adjo, parlons justement du cours de la maladie que nous subissons depuis plusieurs mois. Depuis quelques jours, on a assisté maintenant au fait que la maladie, disons, soit arrivée malheureusement dans certains établissements scolaires. Alors dites-nous, quelles sont les dispositions qui sont prises? Parce que, disons qu'avec les enfants, les élèves et tout, la distanciation, peut-être elle est respectée dans les salles de classe, mais quand on les retrouve dans la cour de récréation et tout, franchement, c'est à prendre avec des pincettes. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises? Bon, je crois qu'on savait un peu quelle est la situation dans notre pays, qu'est-ce que ça peut donner pendant ce temps de Covid et les difficultés inhérentes à l'application des mesures barrières, la distanciation en milieu scolaire. Dans notre condition, dans notre contexte, on savait que ça allait être difficile. Et donc, ce n'est pas trop surprenant ce qui se passe, même si on peut faire mieux avec un peu plus d'application. Alors, les mesures qui ont été dictées restent complètement valables. On n'a pas changé fondamentalement les choses. Le risque de contamination de cas dans les écoles, on sait que c'est un risque réel et qu'on n'avait pas négligé du tout. C'est ce qui a expliqué que au niveau des écoles, il y a des structures chargées de gérer ces cas, et au niveau des communes, les écoles sont en liaison avec les médecins de communes pour pouvoir agir, intervenir au cas où on a ces cas dans les écoles. Et donc, ces mêmes dispositifs restent valables et doivent être mis en œuvre, doivent être saisis pour gérer ces genres de cas. Maintenant, si véritablement on se retrouve dans des clusters qui persistent et qui sont inquiètes, ce qui est prévu, c'est de fermer. Et donc, je crois que c'est ces situations qui se sont produites. Heureusement que pour le moment, c'est encore gérable. Ce n'est pas à plusieurs écoles. On doit quand même se féliciter après plusieurs mois, si c'est seulement maintenant qu'on se retrouve dans ces situations difficiles. Ce n'est pas déroutant. Je crois que ça s'inscrit dans l'ordre normal des choses. On doit prendre les justes mesures de la chose. C'est pour cela que c'est important qu'on reste éveillé pour qu'au moindre signe, le tout n'est pas de vouloir cacher. Que tu caches, tu ne caches pas, Covid est là. Si tu l'as, tu l'as. Si ça, tu vas développer les complications. Voilà, cacher, c'est que tu risques de contaminer des proches, des sujets qui te sont importants et chers, tu risques de les contaminer. Peut-être toi, tu ne développeras pas la forme grave, mais eux, ils peuvent développer la forme grave et en mourir. Donc, quand on a le moyen, c'est de se détecter
de se signaler. Et ça, on l'avait dit, c'est la responsabilité que le ministère de l'Enseignement avait confiée aux parents, la responsabilité de signaler les symptômes chez les enfants et pour que les enfants soient détectés. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention par rapport à ces signes pour agir assez tôt, parce que plus tôt on agit, moins la contamination est propagée et mieux ça vaut. Donc c'est un élément important que je voudrais souligner pour qu'on ne perde pas de vue ces aspects-là. Et docteur Kao, donc il est nécessaire d'être plus vigilant, d'être plus regardant dans le respect des mesures barrières au niveau des écoles, si nous voulons éviter justement d'arriver à la fermeture des écoles. Oui, merci Madame Anita. Je pense qu'on peut, je venais de le dire, la maladie est arrivée au niveau des communautés. Donc les écoliers, les élèves ou les enseignants vivent dans la communauté. Donc du coup, nous tous, on doit faire attention, que ce soit les enfants qui ramènent la maladie à la maison ou les enseignants qui donnent la maladie aux enfants. Donc pour nous, c'est tout le monde, on doit pouvoir être responsable. Mais par contre, je pense que pour le moment, on a pu gérer. Il y a eu des clusters à Sokodé et à Soudou dans le mois de juin et juillet qu'on a géré. Récemment, on a eu dans une école privée de la place où ils ont géré et fermé temporairement. Et dans une école professionnelle, un cluster aussi qu'on est en train de gérer. Pour moi, nos conditions de vie et de scolarité dans notre réalité, on a des écoles qui ne sont pas fermées, c'est assez ouvert, assez aéré. Donc pour moi, j'espère que l'école privée, l'école professionnelle qui en ce moment nous sommes en train de gérer, va pouvoir passer que rapidement. Heureusement, on est aussi dans la période des congés, que d'ici 15 jours, que tout reprenne et qu'on n'en arrive pas au pire. Au pire, à la fermeture des écoles, justement, et les élèves retournent à la maison et attendre encore la réouverture. Docteur Pana, il faudra peut-être insister sur la responsabilité de chaque acteur, et les parents d'élèves et les enseignants, peut-être, et les élèves eux-mêmes pour éviter le pire, comme le dit Dr Kao. Absolument. Je pense qu'il faudrait qu'on dise que les stratégies qui sont mises en œuvre jusqu'à maintenant ont été efficaces et efficientes dans la mesure où vous regardez, depuis qu'on a ouvert les établissements scolaires, on a eu certes quelques cas dans quelques établissements, mais cela n'a pas engendré un flux très important dans ces écoles-là, parce que les réactions ont été rapides pour cerner justement les clusters qui naissaient dans ces établissements. Parce que la stratégie reste toujours de surveiller, de dépister, d'isoler et de traiter. Donc la stratégie, la MH, comme l'a dit le professeur Adjo. Alors, la responsabilité incombe à tous. Même jusqu'à maintenant, malheureusement, on constate de temps en temps certains parents dont les enfants ont été diagnostiqués, dépistés positifs, qui sont un peu résistants à l'isolement et puis à leur prise en charge d'une façon correcte comme il est établi dans les protocoles. Nous voulons ici saisir l'occasion pour dire à ces parents qu'il faut qu'ils comprennent que lorsque on dépiste un enfant, il faut qu'ils coopèrent d'abord pour l'intérêt de cet enfant-là, parce que cet enfant doit pouvoir retrouver sa santé et reprendre ses cours, mais également surtout pour que cet enfant aussi ne soit pas la cause de transmission de la maladie à d'autres élèves et à d'autres camarades, parce qu'il est toujours en interaction avec ses camarades. L'autre côté, c'est
les enseignants. Là aussi, je crois que les responsabilités sont engagées. Et parce que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, puisqu'il y a eu beaucoup de formations, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de directives qui ont été données pour qu'ils sachent comment gérer justement les élèves pendant qu'ils reçoivent les cours. Comme l'a dit le professeur Adio, dans nos environnements actuels, il est difficile parfois d'appliquer tantôt les distanciations sociales, etc. Mais nous voulons féliciter les enseignants pour effectivement ce qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant pour que les cas qui ont été repérés par ici, par là, ne soient pas l'objet d'une éclosion de si nombreux dans leur établissement. Mais ils doivent continuer dans ce sens-là. L'autre acteur sur lequel nous voulons insister, c'est justement les élus locaux qui doivent accompagner non seulement les parents, mais également les enseignants dans la mise en œuvre de ces stratégies qui limitent justement les cas lorsqu'ils surviennent dans les établissements. Nous devons saluer ces élus locaux et ces responsables traditionnels parce qu'ils ont aidé souvent à pouvoir ramener à la raison certaines résistances quand certains enfants sont diagnostiqués positifs au niveau des établissements et qu'on doit les isoler pour pouvoir les traiter. Donc, tout ce monde, nous pensons qu'ils doivent pouvoir jouer pleinement, chacun à son niveau, le rôle qui leur est dévolu, afin que nous puissions maîtriser justement les cas qui surviennent dans les établissements scolaires, même au-delà également des établissements scolaires. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Et professeur Adjo, justement, vu que vous êtes tous membres du conseil scientifique sur ce plateau, est-ce que, disons que le cas des établissements scolaires est en réflexion, est toujours au centre des discussions au conseil scientifique? Est-ce que vous menez déjà des réflexions pour peut-être trouver d'autres stratégies pour éviter la propagation si il arrivait que, bon, disons que les cas se retrouvent, les clusters dans les établissements se multiplient? Bon, oui, ce que le Conseil fait, c'est de bien scruter tous les indicateurs, de collecter les données et de les analyser. Ça, c'est ce qui se fait en continu. Et régulièrement, on discute, il y a ça ici, on en discute et on suit les données. Pour le moment, comme l'ont dit les professeurs, ce n'est pas une situation qui échappe au contrôle. Et on peut même se féliciter pour ce qui est fait jusqu'à présent. Et les clusters qu'on découvre ça et là s'inscrivent dans l'ordre un peu normal des choses. Ce serait étonnant qu'on puisse ouvrir les écoles et plusieurs mois après qu'on n'ait pas détecté de cas. Ce serait vraiment étonnant. Et donc, c'est un peu prévisible, mais c'est encore sous contrôle. Donc, le conseil scientifique en discute, en parle, on discute entre nous, mais ce n'est pas encore le moment de proposer autre chose que ce qui est en place et qui semble marcher. L'essentiel est que, comme on l'a dit, que chacun puisse jouer son rôle. Et on fait déjà beaucoup d'efforts et donc il faut qu'on continue comme cela. Et je crois que ça doit pouvoir aller. Et voilà, je peux dire à propos. D'accord. Et parlant justement de la lutte contre la maladie, justement, professeur, nous sommes tous dans, disons, dans l'attente des doses de vaccins. Et l'information a déjà circulé que les doses peut-être arriveront dès la semaine prochaine. Mais avant l'arrivée des doses, durant les autres émissions, vos collègues professionnels de la santé nous ont parlé de ces dispositifs mis en place, de ce processus de préparation et tout. Alors, professeur, dites-nous, est-ce que, bon, on va dire que le Togo est fin prêt et maintenant on attend les doses vu que c'est la semaine prochaine? Ce type de vaccination, c'est une vaccination à très grande échelle. C'est un gros défi, même pour de très grands pays très bien organisés. Je crois que vous suivez les informations à l'international. Les dystocies de démarrage
sont très fréquents. C'est des difficultés à appliquer, parfois même ce qu'on a bien réfléchi sur papier. Dans la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, ça existe, ça existe. Le Togo met en place tout doucement les choses. Chaque jour qui passe, on avance, on fait un petit pas dans le bon sens. La semaine prochaine, les formations de ceux qui vont administrer les vaccins, qui vont faire le suivi, vont commencer jusqu'à la fin du mois. C'est une étape aussi importante. On ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui que tout est OK, tout est en place, mais tout se met en place. Heureusement, on va commencer de façon progressive. Ce n'est pas que on va tout de suite chercher à vacciner tout le monde au même moment. Et donc, c'est le personnel de la santé qui commence. Et donc, cela permettra, étant donné que c'est des gens qui travaillent dans des structures bien identifiées, où ils ont déjà assez l'habitude de ces genres de pratiques, ça va être un peu plus facile et ça permettra progressivement de lait, de resserrer quelques boulons pour réajuster la stratégie. Mais ça se met en place, c'est ce que je peux dire. Bon, d'accord. Alors, docteur Kao, si on prend l'exemple que les doses arrivent la semaine prochaine, est-ce que c'est juste après que les doses soient arrivées qu'on commencera, ou bien lorsque les doses arriveront, on devra prendre encore un certain temps avant de commencer l'opération? Et s'il faut prendre du temps, quel temps ça prendra? Expliquez-nous un peu pour qu'on comprenne. Merci, Madame Anita. Au niveau du ministère de la Santé, le travail est en train d'être fait. Il y a des groupes qui sont là, il y a des cellules techniques qui sont en train de travailler. Il y a des groupes cibles, par exemple, actuellement, quand vous posez votre question, on sait, le travail a été déjà fait, le groupe cible des personnes à vacciner en priorité, on a déjà, on a travaillé doucement, ces groupes sont déjà identifiés. La logistique qu'on doit mettre en place pour faire ce genre de vaccination est aussi en train d'être mise en place. Et puis les équipes vaccinales sont en train d'être constituées. Donc pour moi, je ne pourrais pas te dire de façon certaine que les vaccins arrivent aujourd'hui et puis demain, bon, tout le travail est en train d'être fait, tout est en train d'être organisé minutieusement et que je pense que dès que le vaccin sera là, on va voir avec certitude quand est-ce qu'on commence. Parce que si on commence à donner des dates, là, qu'on ne respecte pas. On ne respecte pas, ça va être. Ne vous inquiétez pas, nous serons là pour vous dire que vous n'avez pas respecté. Voilà. Alors, justement, et parlant disons, du début de la vaccination, les Togolais, comme plusieurs populations africaines, expriment peut-être leur hésitation, leur scepticisme par rapport à ce vaccin. Professeur Adio, est-ce qu'il y a également des sceptiques au niveau des professionnels de la santé, vu que c'est la première cible de la vaccine? Est-ce que certains de vos collègues émettent des réserves? Ah oui, on est sceptique de nature, hein, donc c'est pas parce qu'on est devenu professionnel de la santé qu'on cesse de l'être. Un peu plus, les professionnels de la santé ont le devoir de s'interroger parce qu'ils comprennent mieux comment les choses là se font en temps normal. Et on sait par tradition comment les vaccins se fabriquent, le processus. On sait ce qui est arrivé par rapport au nouveau vaccin et c'est allé un peu plus rapidement. Donc, au début, on s'est posé des questions. On s'était étonné, mais au fur et à mesure, on a des évidences scientifiques qui font que progressivement,
les réticences se dissipent, les doutes s'en vont. Mais il n'est pas impossible de découvrir parmi nos rangs des gens qui continuent par s'interroger par la suite. Mais je crois que pour beaucoup, on sait ce qu'on perd en refusant de se vacciner. Et on est au contact du malade tous les jours. Et les cas Covid ne crient pas que je suis là. Donc parfois les gens viennent pour se faire opérer, mais ils ont Covid-19, ils peuvent te contaminer très facilement. Et donc on sait le risque qu'il y a en lien avec notre profession et le bénéfice qu'on a à se vacciner. Je crois que tout ça mis dans la balance, ça fait pencher les choses vers une acceptation, vers une vaccination. Je crois que la très grande majorité, du moins ceux avec qui moi j'ai discuté, malgré peut-être quelques questionnements qui restent, parce que c'est ça la science, on voudra bien avoir des données qui disent quand on te vaccine après 3 ans, ça donne ça. C'est ce que nous aimons de nature. Pour le monde, là pas. On sait là où on va. On sait là où on va. Ce n'est pas qu'on ne sait pas actuellement là où on va, mais c'est que ce n'est pas très visible à horizon lointain. Voilà, on sait. Voilà, donc on a tout mis. Si quelqu'un dit qu'on n'en parle pas, qu'il n'y ait pas quelques questionnements qui restent, c'est faux. On est très conscient que, il peut y avoir encore quelques questionnements qui n'ont pas de réponse très claire aujourd'hui, mais on sait le bénéfice-risque qui existe dans le fait de se vacciner ou de ne pas le faire. Et donc, le choix est clair pour beaucoup d'entre nous et pour la très grande majorité. Et professeur, s'il arrivait que l'un de vos collègues refuse de se faire vacciner, on ne va pas l'obliger? Non, je crois qu'on ne va pas l'obliger. Pour le moment, c'est un vaccin qui est volontaire. Donc, pour le moment, on ne va pas obliger les gens. À se faire vacciner s'ils ne veulent pas. S'ils ne veulent pas. Oui, mais si un médecin, par exemple, refuse de se faire vacciner, on peut se dire que cette personne, est-ce qu'elle ne serait pas peut-être un danger entre guillemets, parce que là, la personne ne se fait pas vacciner, elle peut après peut-être être contaminée par le virus et du coup, non, ce n'est pas parce qu'on va se faire vacciner qu'on va arrêter d'appliquer les mesures barrières. Non. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Le vaccin ne va pas nous dispenser du port de masque, des gestes barrières habituels. Et donc, les gestes, les mesures appliquées jusque-là resteront en vigueur et vont être respectées dans nos structures de soins. Et donc, l'idéal est que tout le monde se fasse vacciner. Cela ne garantit pas qu'on ne pourra pas être porteur sain et transmettre. Mais cela nous protège et nous évite d'avoir des formes graves nous-mêmes. Et donc, on restera très attentif dans l'application des mesures barrières, même après la vaccination. Et les malades peuvent nous faire confiance qu'on fera de notre mieux pour ne pas les contaminer si jamais on est porteur. D'accord. Alors, docteur Pana, voilà, peut-être qu'au niveau des professionnels de la santé, disons que la question ne se pose presque plus, mais les populations en majorité se posent beaucoup de questions. Alors, je crois que pour justement les éclairer, leur apporter plus d'informations, il est prévu peut-être des séances de sensibilisation sur la question. Est-ce que cette opération est déjà mise en place? Et on se demande quand est-ce qu'elle va commencer réellement, parce que vu que déjà la semaine prochaine, les doses arrivent, est-ce qu'il n'était pas opportun que cette sensibilisation-là débute depuis plusieurs semaines déjà? Merci beaucoup, Madame Anita.
nous sommes déjà en plein de la communication avec cette question, puisque nous sommes sur le plateau et tout le monde nous suit. Je crois que nous avons déjà même commencé la communication. Et si vous avez suivi dans les jours passés, il y a beaucoup de collègues qui passent sur les médias, les radios, pour en parler. Mais jusqu'à présent, malgré ça, le scepticisme est toujours là. Absolument. Je crois qu'il faut dire sur ce point que c'est le comportement de l'homme, hein, par essence. Quand vous prenez même dans l'histoire de la médecine, prenez les vieux vaccins qui sont là. Je prends le dernier, le vaccin contre la poliomyélite. Bien que ça fait des dizaines d'années qu'on a commencé à vacciner les enfants contre la poliomyélite, nous enregistrons quand même des résistances au niveau de nos communautés, malheureusement. Et ces enfants-là, malheureusement, deviennent des paralytiques après, à vie, ce qui est vraiment très dommage. Donc, il me semble que c'est la communication et effectivement la conviction que les gens ont après avoir eu ces informations-là. Que ce soit même les agents de santé ou que ce soit un citoyen lambda, comme vous le dites, c'est l'information qu'il a et c'est la qualité de l'information qu'il a et c'est l'argumentaire qu'il a pour le convaincre qui l'amène à adhérer. Et c'est pour ça, effectivement, que les médias, vous allez jouer un rôle déterminant dans cette stratégie de communication pour donner l'information et la vraie information. Parce que souvent, ce qui amène les gens à être résistants à épouser une stratégie, c'est parce qu'ils reçoivent des idées fausses par rapport à cette stratégie ou par rapport à cette action qu'on veut entreprendre. Donc, le rôle que nous aurons à faire dans ces jours-là, c'est de donner les informations vraies, scientifiquement fondées, à base factuelle, que vous soyez lambda, que vous posez des questions les plus terre-à-terre possibles et qu'on vous réponde par rapport aux bases factuelles. Je dois dire que souvent, il faut qu'on comprenne aussi une chose, ce n'est pas spécifique à une entité ou à un pays donné. Si c'était le cas, on peut se dire, ah, je doute fort pourquoi tel pays, lui, ne vaccine pas ces gens et pourquoi tel pays ne vaccine pas et nous, c'est nous seuls qu'on vaccine. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc, aujourd'hui, il se trouve que ce n'est pas le Togo seulement, ce n'est pas le Ghana seulement, ce n'est pas le Nigeria seulement, ce n'est pas l'Afrique, c'est tout le monde. Donc là, déjà, on doit se poser la question, c'est un problème qui ne nous concerne pas seulement, ça concerne tout le monde. Maintenant, comme quelqu'un l'a dit, on soupèse l'avantage et les inconvénients. Est-ce que j'ai à gagner à me faire vacciner? Est-ce que je perds à ne pas me faire vacciner? Je crois que la réponse, chacun de nous doit se poser cette question-là. Si je me vaccine, ça veut dire que je me protège et je protège l'autre. Si je ne me fais pas vacciner, ça veut dire que je deviens un danger pour le prochain. Vous voyez, non, je crois que c'est comme ça que chacun de nous doit raisonner et pouvoir avoir confiance aux gens qui proposent ce vaccin, aux agents de santé qui vont se faire vacciner et qui vont pouvoir donner les soins. Je crois que c'est très important qu'on sache que je ne peux pas imaginer à un seul instant que les mécanismes qui se retrouvent au niveau des pays laissent échapper certaines substances nuisibles pour leur population. Je ne pense pas. Voilà. Et donc, je voudrais terminer en disant que les vaccins qui seront utilisés chez nous, au Togo, comme dans d'autres pays, ce sont des vaccins qui ont été validés, préqualifiés par l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'agence qui garantit effectivement la qualité de santé dans les pays, y compris le nôtre. Voilà. Et parlons justement de ces vaccins. Dr Pana, je reste avec vous. Quel est le type, ou bien quels sont les types de vaccins que le Togo a choisi peut-être mettre à la disposition des populations? Et pourquoi? Parce qu'on a appris qu'on a plusieurs vaccins sur le marché. Est-ce que ce sont tous ces vaccins qu'on aura au Togo ou c'est quelques-uns? Bon, je pense que la dynamique aujourd'hui, pour surtout les pays en voie de développement comme le nôtre, c'est de pouvoir recevoir les vaccins qui ont été démontrés efficaces
utilisable chez l'homme. Ça, c'est le principe de base. Oui. Je connais un pays en Afrique de l'Ouest qui, malgré que il y a 2 vaccins qui ne sont pas encore préqualifiés, qui est déjà dans la mire de pouvoir accepter les 5 vaccins qui sont disponibles. Il y a un pays qui l'a fait. Mais je viens de le dire que le Togo, lui, les vaccins qui ont été validés et préqualifiés par l'OMS, ce sont ces vaccins-là que le Togo disposera pour sa population. D'accord, donc docteur, ce n'est pas un seul vaccin que nous aurons, mais nous aurons plusieurs. Lorsque l'OMS préqualifiera et validera un vaccin comme pour être utilisé dans le monde et que nous avons les moyens de pouvoir l'acquérir, on va l'acquérir. D'accord. Je crois que c'est aussi simple que ça. D'accord. Alors, docteur Kao, dites-nous, c'est vrai qu'on dit, on s'apprête pour l'opération de vaccination, mais au même moment, nous vivons cette situation de l'apparition de variants du Covid et tout ça. Alors, est-ce qu'il serait opportun pour le Togo de vacciner les populations alors que on assiste peut-être à de nouvelles facettes ou bien à de nouveaux virus qui font leur apparition? Est-ce que ce ne serait pas, est-ce qu'on va dire, peut-être de l'argent jeté par la fenêtre, on va dire? Non, merci Madame Anita. Non, parce que tout à l'heure, Dr Pana a dit qu'il y a le vaccin qui est de l'OMS recommandé, qui va... Moi, j'ajouterais que dans la multitude de vaccins qu'on attend, des vaccins qu'on ne connaît pas en réalité, puisque c'est nouveau. Et il y a aussi que nos pays sont, entre guillemets, sous-développés, et que si on ne rentre pas dans cette initiative d'avoir les vaccins, on peut nous oublier. Donc c'est dans ce sens qu'il y a eu l'adhésion ou l'initiative de COVAX, on est rentré dedans. Mais plus le temps passe, ça sera des vaccins homologués, reconnus, qui vont arriver. Puisque nul ne doute que nos États vont se prêter à ce que les vaccins ne soient pas de qualité et qu'on les apporte pour entre guillemets, attenter à la santé de nos populations. Donc, c'est dans ce sens que je dirais, toutes les initiatives qui ont été mises en place du fait qu'on doit se battre pour avoir le vaccin, mais au moment opportun, s'il y a eu des vaccins qui ont été homologués et qui sont... Donc, on pourra, en plus de l'initiative première, faire des commandes directes. Ça, c'est évident. Mais en ce qui concerne la vaccination, vu les variantes, vous savez qu'on a un plus à se faire vacciner même rapidement avant que les variantes s'installent. Ça veut dire que si les vaccins arrivent et qu'on commence tôt la vaccination, ça veut dire que on va atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective, et que si on le fait, donc les variantes ne vont pas arriver au moment où nous, on est presque on est dans l'immunité collective. Donc du coup, c'est mieux de penser à atteindre rapidement l'immunité collective que de ne pas de considérer que les vaccins, ça va être de jeter l'argent par la fenêtre. Donc pour moi, plus on commence, plus on a des chances que les variantes s'installent. C'est comme ça que je vois la chose. D'accord. Alors, professeur Adjo, un mot par rapport à cela. Est-ce qu'il ne faut pas sursoir quand même à l'opération de vaccination? C'est une très belle question et qu'on doit poser à haute voix et en parler à haute voix. Parce que les vaccins, c'est contre la première souche. Et voilà, et maintenant que de nouvelles souches apparaissent et qui semblent plus virulentes que... Voilà, est-ce qu'on doit se poser la question.
Moi, j'ai dit non, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre pour la simple raison que pour le moment, hein, ce n'est pas de nouveaux virus qui apparaissent. Un nouveau virus va changer complètement, il ne va même pas trop ressembler au premier et va être complètement différent, il ne va pas avoir des caractéristiques communes. Ce n'est pas un nouveau virus. Et donc ça va changer un peu, mais reste proche. Quand vous avez des anticorps contre le premier, si ça ne marche pas à 100% sur l'autre, ça marchera à 60%. Et donc, on a toujours un bénéfice. Vous savez, une des explications qu'on a données au fait que l'Afrique n'est pas aussi touchée que les pays développés, c'est qu'on a de virus, on a du coronavirus habituel, naturel, qui circule intensivement en Afrique et qui nous a permis de développer des anticorps, ce qui fait qu'on ne développe pas autant de formes graves. C'est une des explications. Si cette explication elle est valable, elle sera valable également pour des anticorps qu'on va développer pour cette nouvelle souche. La deuxième raison, c'est qu'on est dans le monde du virus. Le virus mutera à un moment ou à un autre. Même le vaccin qui va sortir demain, on n'a aucune garantie qu'un an après, 2 ans après, il n'y aura pas un autre virus. Ça voudra dire qu'il faut attendre indéfiniment. Et donc, je crois que c'est pour ces deux raisons-là, on doit y aller. Si demain on a un meilleur vaccin, on verra comment il faut faire pour l'avoir également. Mais l'arme dont on dispose aujourd'hui, elle est là. Utilisons-la et puis on verra après. C'est ce que moi je peux dire. Ok, donc docteur Pana, il faut dire que, enfin, peut-être au niveau des laboratoires, les recherches se poursuivent. Donc, s'il y a des variantes, il y a encore des recherches pour peut-être trouver d'autres remèdes contre ces virus-là, ces variants-là. Donc, pour le moment, il faut prendre ce que nous avons. Comme les collègues l'ont dit, il faudrait qu'on n'ait pas des peurs bleues inutilement. Même les vaccins qui sont là actuellement, qu'on utilise, je donne l'exemple du vaccin contre la rougeole, ou bien contre les grippes, etc. C'est des virus. Et comme l'a dit le professeur Adjo, ce sont des germes qui mutent, c'est-à-dire qui changent, mais ils ne changent pas entièrement, ils changent une partie de leur structure. Et voilà, donc ils ne changent pas totalement. C'est quand ils changent totalement que ça devient différent. Vous comprenez? Si vous allez, par exemple, à la chasse pour les agoutis, si les agoutis changent de forme, en ce moment, vous allez changer de massue. Mais voilà, tant que les agoutis n'ont pas changé de forme, la même massue peut tuer, non? Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on ait des peurs bleues comme ça. Alors, mais ce qu'il faut rassurer aussi les gens, c'est que les vaccins contre les maladies virales, généralement, au fur et à mesure qu'on les construit, on continue de surveiller les variantes. On continue de surveiller, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Et tout le temps, on voit quels sont ceux qui ont changé, qu'est-ce qu'ils ont changé, et on adapte le vaccin en conséquence également. Donc, les vaccins que nous avons, c'est pour ça qu'il faut qu'on se vaccine avec ceux qu'on a maintenant, et que maintenant, après, quand celui-là qui va venir, si on a effectivement quelques changements, eh bien, en ce moment, on aura l'arme pour compléter. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que dans le monde scientifique, on a démontré, il n'y a pas encore des études très grandes qui puissent montrer que, effectivement, les variants dont on parle là ne sont pas sont résistants aux vaccins actuels. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de données actuellement qui le montrent. D'accord? Donc, c'est une peur bleue que nous avons. Il vaut mieux qu'on se fasse vacciner, qu'on soit immunisé, et que la science continue de suivre les mutations et en conséquence, ils vont pouvoir adapter les vaccins au fur et à mesure. D'accord. Alors, professeur Adjo, parlons justement
de cette vigilance-là, on va dire, par rapport au coronavirus. Depuis quelques jours, on a appris, disons, des cas, l'émergence de cas d'Ebola au niveau de la Guinée, ce qui a suscité peut-être la mise en place de plusieurs stratégies au niveau de plusieurs pays, dont le Togo, pour éviter la maladie. Et lorsqu'on voit peut-être on voit la maladie Ebola, elle a certains symptômes qui ressemblent pratiquement à ceux du Covid-19. Alors, est-ce que cela voudra dire que maintenant, il faut être doublement ou triplement plus vigilant vu la situation qui se présente? Bien sûr qu'il faut être doublement vigilant. Le monde est devenu un petit village. Il faut être étonné qu'un Guinéen se retrouve du jour au lendemain à Lomé, s'il n'est pas encore arrivé. Et donc, c'est les réalités de l'heure et qui font qu'on doit être très attentif. Quoique au niveau du personnel de la santé et au niveau du ministère, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse rapidement dans ce sens-là pour mobiliser des ressources supplémentaires de façon à pouvoir engager une surveillance assez active des deux maladies. Il va falloir que dès qu'on a la moindre alerte, de moindre suspicion par rapport à Ebola, qu'on puisse faire les prélèvements idoines pour chercher cette maladie, pour vérifier si elle n'est pas en cause. Heureusement que les deux maladies partagent des outils de protection, de trucs ensemble. Ça facilitera les choses à un niveau donné. Mais je crois que il va falloir qu'on en parle plus activement et qu'on mette en place des dispositions au niveau opérationnel pour traduire donc la nécessité de cette vigilance qui doit être à un niveau très élevé. Docteur Kao, il faut encore insister sur, disons, la vigilance, le respect des mesures barrières, juste avec peut-être l'avènement, bon, on ne le souhaite pas, mais de la maladie à Ebola. Oui, on est presque à la fin de l'émission, mais on se rend compte que malgré tout malgré le vaccin, malgré tout ce qu'on a, ce qui peut nous sauver reste les gestes barrières. Je ne sais pas, on a beau tourner, mais je pense que pour le moment, c'est les méthodes barrières qui nous sauvent. Donc, j'appelle à la vigilance de tout le monde, puisque avec l'apparition d'Ebola, donc les gestes barrières reviennent. Donc, à supposer qu'on n'a pas le corona, mais qu'on laisse tomber les gestes barrières, qu'on peut attraper ou s'aggraver avec l'émergence de Ebola. Donc, pour nous tous, soyons responsables, continuons à utiliser les méthodes barrières, le lavage des mains, la distanciation sociale, le fait de tousser dans le coude, et puis d'éviter les contacts, les rassemblements. Les rassemblements, oui, distanciation sociale. Donc voilà. D'accord. Le docteur Kao a déjà commencé justement, disons, le dernier processus de cette émission, justement, c'est de lancer un appel aux populations, de donner un message à l'endroit des populations, justement. Alors, docteur Pana, nous allons commencer avec vous. Nous avons assez parlé de la situation, de la maladie, du processus de l'arrivée des vaccins et de la mise en place justement de la politique vaccinale contre le coronavirus et maintenant l'avènement de Ebola. Alors, si vous avez un mot à l'endroit des populations avant qu'on ne termine cette émission.
Merci beaucoup, Anita. Je pense que ce que je devrais dire, on avait appelé la population à doubler de vigilance pour continuer les mesures, la mise en œuvre des mesures barrières contre le coronavirus. Voilà que Ebola arrive. Et si vous regardez les deux maladies, il y a quand même les modes de transmission quelque part, par les mains sales, etc., qui se joignent quelque part. Donc, nous voulons encore, au lieu de doubler, nous voulons tripler. Il faut qu'on triple les mesures pour qu'on ne puisse pas avoir coronavirus ou attraper Ebola. Parce que, comme l'a dit le professeur Adjo, nous sommes là, on s'entraîne partout, il y a des voyageurs par-ci, par-là. Et donc, ce que moi je voulais dire, c'est la mise en œuvre des mesures barrières de prévention. De prévention, parce que c'est ça qui est capital. Il faut vraiment, si on respecte le lavage des mains, on respecte le port de masque, on respecte la distanciation sociale, on respecte également, lorsqu'on a des premiers signes, d'aller rapidement vers un centre de santé, surtout à cette période où Ebola a été détecté dans d'autres pays. Et si on respecte également tout ce qu'on a demandé de faire autour de soi comme sensibilisation, l'information, et de se dire que moi, je ne veux pas que la maladie passe par moi pour attraper l'autre. Je crois qu'on pourra bien pouvoir résister à cette pandémie-là. D'accord. Merci beaucoup, docteur Assima Ouepana, je rappelle donc, qui est ancien représentant de l'OMS, médecin de santé publique et membre du conseil scientifique. Docteur Kao, c'est vrai que vous l'avez déjà dit, mais peut-être un dernier message à l'endroit des populations. Respectons les méthodes barrières, c'est ça seulement qui peut nous sauver pour l'instant. Port du masque obligatoire, lavage des mains avec le savon ou le gel hydroalcoolique, tousser dans le cou et respecter la distanciation sociale. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Yembla Kao, pharmacienne, membre du conseil scientifique également. Professeur Adjo, nous terminons avec vous. Oui, je crois que plus que jamais, on a toutes les raisons à être plus attentifs, plus disciplinés. Si l'Ebola s'invite dans cette lutte, ça devient plus inquiétant. Rappelons que Ebola, ce n'est pas Covid, hein? Ça n'a rien à voir avec Covid. La mortalité dans Ebola est très élevée. On est autour de plus d'un cas sur deux. Et donc, ça, c'est une inquiétude majeure. Et comme l'ont déjà dit mes deux prédécesseurs, les mesures barrières doivent être appliquées. Dans Ebola, ne touche pas à l'autre. C'est la règle. Donc, je crois que la distanciation physique doit être plus que jamais promue, et avec les autres mesures barrières qu'on a toujours appliquées jusqu'à présent. Donc, c'est très important. Il faut qu'on se réveille. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est de nous encourager et surtout d'encourager ceux qui restent encore dubitatifs par rapport au vaccin. C'est l'arme du moment. La semaine passée, il y a un ancien chef d'État d'un grand pays qui n'avait pas droit à la vaccination, mais qui est passé, qui allait quand même négocier pour se faire vacciner. Vous imaginez? Et que nous, on soit ici à pinailler sur ces vaccins-là. Je crois qu'il faut qu'on soit plus responsable que ça. C'est vrai qu'ils ont leur santé, nous avons notre santé à nous, mais cela nous rassure que ce n'est pas quelque chose qui viendra nous tuer. Donc, d'être confiant, les autorités prennent les mesures qu'il faut pour qu'on ait des vaccins qui nous protègent. Et donc, c'est ces deux éléments-là que je veux rappeler à la fin. Soyons attentifs pour les mesures barrières
et ayons confiance par rapport aux mesures, par rapport au vaccin. S'il y a de nouveau, les autorités prendront les décisions qui s'imposent. D'accord. Merci beaucoup, professeur Komi Séraphin Adjo, qui est pneumologue, co-coordonnateur de soins au centre Covid-19 au CHR Lomé Commune, également membre du conseil scientifique et chef de service de pneumologie au CHU Sylvanus Olympio. Merci à vous, invités, d'être passés sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis et d'avoir encore compris combien il est nécessaire de respecter les mesures barrières, parce que la lutte est la meilleure stratégie de lutte contre le coronavirus aujourd'hui reste justement la prévention et donc le respect scrupuleux des mesures barrières. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain pour parler encore d'une autre stratégie, une autre facette de la lutte contre la maladie du coronavirus au Togo. Bonsoir.